Nous sommes plus de 7,5 milliards d'êtres humains sur Terre. Notre planète possède toutes les ressources pour pouvoir produire de la nourriture pour chacun d'entre nous. Et pourtant, plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim, soit une personne sur 9. 80% des personnes qui ont faim sont des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs, ainsi que leurs familles. C'est le paradoxe de la faim. Produire de la nourriture et ne pouvoir se nourrir suffisamment. Pourquoi et comment en est-on arrivé là? La faim est un problème de pauvreté. Certains pensent que c'est lié à un manque de nourriture disponible sur Terre. C'est faux. Cela fait plus de 30 ans que la disponibilité globale de nourriture par habitant excède les besoins. Les causes de la faim sont multiples et interdépendantes. On cherche habituellement les origines de la faim dans les conflits armés et les catastrophes naturelles. Ces événements, comme les changements climatiques, aggravent les difficultés des populations les plus pauvres. Mais on ignore souvent l'impact sur la faim des systèmes économiques et politiques. Tant au nord qu'au sud, ils sont également responsables de cette situation et influencent les conditions de vie de milliards de personnes à travers le monde. 3 exemples illustrent l'impact des politiques sur les conditions de vie des populations. Le Burkina Faso et sa production laitière. Le Pérou, grand producteur d'avocats et d'asperges. Et enfin, l'Indonésie et ses immenses plantations d'huile de palme. Au niveau mondial, les politiques commerciales fixent les taxes d'importation et d'exportation. Elles influencent directement les prix des produits agricoles. Actuellement, les politiques commerciales encouragent la libéralisation des échanges. Les produits agricoles sont échangés sur un marché agricole devenu mondial. Cela implique une concurrence entre les produits de partout dans le monde. Cette concurrence est inéquitable puisque les agricultures du monde entier sont extrêmement différentes, inégalement productives et avec des coûts de production incomparables. Or, les prix ne tiennent pas compte de ces différents contextes. Sans compter que les soutiens publics sont aussi très différents. Les mettre tous en concurrence, c'est David contre Goliath. Prenons l'exemple du Burkina Faso. Ce pays bénéficie de belles ressources naturelles. La moitié des terres sont agricoles. 80% de la population est active dans ce secteur. Pourtant, 21% de la population souffre de la faim. Alors qu'une vache burkinabé produit entre 1 et 5 litres de lait par jour, une vache européenne en produit entre 25 et 30. L'agriculteur européen parvient donc à vendre son lait bien moins cher. Les mettre en concurrence sur le marché mondial, c'est mettre en concurrence un poids plume contre un poids lourd. Les prix bas sur le marché mondial ne couvrent pas les coûts de production de la majorité des agricultures du monde. Pour reprendre notre exemple, le consommateur burkinabé achètera plus facilement du lait européen moins cher que du lait local. Le producteur burkinabé, face à cette concurrence, est poussé à baisser ses prix, ce qui l'enlise dans la pauvreté. Un certain nombre de producteurs du Burkina Faso vont alors se détourner de ce secteur car il ne leur permet plus de gagner leur vie correctement. Cela augmente le besoin en produits alimentaires importés et le pays devient alors de plus en plus dépendant du marché international. Et quand les prix des produits importés grimpent, ce sont autant de millions de consommateurs pauvres qui ne peuvent manger à leur faim. Les politiques agricoles définissent notamment les subventions des pouvoirs publics destinées à la production agricole. Celles-ci peuvent encourager certains produits et modes de production par rapport à d'autres. Prenons maintenant l'exemple du Pérou. 28% de la population travaille dans le secteur agricole. Or, 9% de la population souffre encore de sous-nutrition et 19% souffrent d'obésité. L'accès difficile à une alimentation de qualité entraîne à la fois des problèmes de sous-nutrition, faim et de surpoids au sein des communautés défavorisées. Au Pérou, le gouvernement soutient la production d'avocats, d'asperges et de myrtilles destinées à l'exportation au moyen d'aides publiques. Les paysans ne sont pas encouragés à mener une agriculture vivrière, c'est-à-dire pour leur subsistance et celle de leur population. Cela les rend plus dépendants des produits importés. Les politiques agricoles bénéficient surtout aux grandes entreprises qui détiennent les grandes surfaces agricoles. Les subventions profitent davantage à l'agriculture intensive produisant à grande échelle pour l'exportation qu'aux petits producteurs familiaux qui produisent pourtant les aliments qui seront consommés localement. Les politiques énergétiques actuelles valorisent la culture d'agrocarburants à base de colza, de canne à sucre ou d'huile de palme comme alternative aux énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz. La demande mondiale en agrocarburants est croissante, ce qui favorise ce genre de culture au détriment de la production alimentaire pourtant vitale aux populations.
Prenons la direction de l'Indonésie pour illustrer l'impact de cette politique énergétique. Plus de 30% de sa population travaille dans le secteur de l'agriculture. Malgré cela, la moitié des habitants vit sous le seuil de pauvreté et 8% de cette population est touchée par la sous-nutrition. Sous l'impulsion du gouvernement, l'Indonésie a augmenté sa production en huile de palme pour satisfaire la demande mondiale en agrocarburants. Les terres destinées à la production d'huile de palme ont été multipliées par 10 entre 1990 et 2014 au détriment d'autres cultures et surtout des forêts primaires. Le pays est maintenant devenu le premier producteur et exportateur mondial d'huile de palme. En Europe, par exemple, plus de la moitié de l'huile de palme importée finit dans les réservoirs de nos voitures. Autrefois autosuffisante dans la production de denrées alimentaires, l'Indonésie est devenue dépendante des marchés internationaux pour l'importation de 6 produits alimentaires de première nécessité. La farine de blé, le soja, la volaille, la viande de bœuf, les œufs et le lait. Cette situation pousse donc de plus en plus de paysans à cultiver des produits qui finiront par alimenter des moteurs plutôt que de remplir les assiettes des Indonésiens. Une lutte inégale mais qui affecte tous les petits producteurs de la planète. Les politiques agricoles, commerciales et énergétiques affaiblissent systématiquement les petits producteurs agricoles qui sont aussi les plus pauvres et qui, par ce fait, souffrent de la faim. Dans les pays du Nord aussi, la concurrence mondiale engendre une baisse des prix pour s'aligner sur ceux qui sont les plus compétitifs. Cela fragilise les petits producteurs et les rend complètement dépendants des subventions. Une grande partie du revenu d'un agriculteur européen provient de l'aide publique fixée par la PAC, Politique agricole commune. L'Europe consacre 40% de son budget à la PAC. Les aides de la PAC pallient les prix non rémunérateurs et favorisent les très grandes exploitations, couvrant beaucoup d'hectares. 20% des exploitations reçoivent 80% des aides. Cela fragilise la situation des petits producteurs. Certains d'entre eux, épuisés, finissent par mettre la clé sous le paillasson. Les grandes exploitations agro-industrielles sont à la pointe de la technologie, cultivent des surfaces immenses et bénéficient de subventions. Aux États-Unis, 120 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de l'Ukraine, sont affectés annuellement à l'agriculture qui occupe 1 à 2% de la population. En revanche, les paysans des pays du Sud bénéficient peu, voire pas du tout, d'aide publique de leur gouvernement. Les États africains s'étaient engagés en 2008 à consacrer 10% de leur budget à l'agriculture. 10 ans plus tard, seuls 10 États africains sur 54 consacrent ces moyens. L'accès à la terre, aux moyens de production, aux infrastructures, au financement est aussi tout autre. La lutte est inégale. Quelle solution ? Si les politiques jouent un rôle clé dans la situation de pauvreté et de faim des petits producteurs, elles peuvent aussi changer la donne si on les revoit. L'alimentation est un droit humain. Nos politiques doivent le garantir. Protéger les agriculteurs de la concurrence internationale, soutenir les agricultures familiales, améliorer et sécuriser l'accès aux moyens de production, et notamment à la terre, arrêter le soutien aux agrocarburants, lutter contre les changements climatiques, soutenir une transition vers des pratiques agroécologiques sont autant de voies possibles pour défendre un modèle de production et d'alimentation plus durable et juste et permettre enfin aux petits producteurs de vivre de leur activité. Et ainsi faire respecter le droit humain fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim. N'attendons pas que les changements viennent du sommet, portons-les aussi depuis la base. Comment ? Par nos choix de consommation. Consommer des produits locaux, de saison, produits de manière durable ou issus du commerce équitable. Privilégier le circuit court et éviter un maximum les intermédiaires. Nos choix doivent également permettre de lutter contre la dégradation croissante de notre environnement et ainsi protéger le moyen de subsistance de nombreux agriculteurs. Par nos choix citoyens, en interpellant le monde politique à travers des pétitions, des manifestations, des débats politiques. En votant pour des responsables politiques qui mettent en place un cadre plus favorable à l'agriculture familiale durable. En s'informant et en s'engageant auprès d'associations actives dans la lutte contre la faim. Pour venir à bout du paradoxe de la faim, il faut encourager et soutenir les petits producteurs, au nord comme au sud. Il appartient à la société d'influencer le cadre politique pour qu'il soit plus juste et permette à toutes et à tous, partout dans le monde, de manger à sa faim. C'est à chaque citoyen, citoyenne, consommateur, consommatrice de poser des actes, de faire des choix. En choisissant notre alimentation, nous pouvons favoriser un système alimentaire plus durable qui favorise les petits producteurs. Manger est aussi un choix politique. Ne l'oublions pas. Nous sommes le système. Rendons-le plus juste et soutenable.